La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de votre argent. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir en compagnie de mon équipe de chroniqueurs, en commençant par Soraya, qui nous propose des bons plans chaque semaine. Oui, Justine, et cette semaine, je vous emmène dans le vaste monde des cartes prépayées. Très bien. Ensuite, Christelle, qui, elle, va nous faire découvrir un business de vente en ligne. C'est bien cela? Exactement, Justine. On va parler du business des marketplaces et aussi du business de l'artisanat en ligne. Merci, Christelle. Et enfin, Monsieur Chiffre Landry, ce soir, vous nous parlez d'un chiffre qui fait beaucoup jaser en ce moment. Oui, un chiffre qui intéresse particulièrement les ménages. Il s'agit du chiffre de l'inflation, dont les détails vous seront donnés dans quelques instants. Et ne ratez pas aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte un mot de la bourse cette semaine, plein feu sur le marché obligataire. Et bien évidemment, en fin d'émission, l'entretien cash, l'entretien sans tabou, avec Christine Lobokossi, directrice générale du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de l'argent de cette industrie qui pèse lourd. Mais avant tout ça, place à la première rubrique de cette émission, Éco-Chiffres. Alors Landry, vous avez décidé de nous parler d'un chiffre, celui de l'inflation, mais avant de le découvrir, qu'est-ce que c'est que l'inflation? On pourrait définir l'inflation comme étant la hausse des prix des biens et services, plus particulièrement la variation du prix à la consommation. Ça concerne généralement des produits de première nécessité, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et dans ce panier, il y a des dépenses qui sont liées à l'alimentation, à l'habillement, à l'équipement, au logement, au transport, à la téléphonie, bref, tous les produits que nous utilisons au quotidien. J'imagine que c'est un chiffre que tout le monde surveille, mais quel est-il justement et surtout, comment est-ce qu'il est calculé ? En Côte d'Ivoire, c'est l'INS, l'Institut national de la statistique, qui établit le chiffre de l'inflation. Ce sont des enquêtes qui sont menées sur le terrain. Les agents investissent le marché. Ils sondent le marché en faisant des achats un peu partout, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les boutiques. Et à l'issue de ces investigations, ils établissent le chiffre de l'inflation. Et selon l'INS, le chiffre de l'inflation se situe en moyenne à fin juin 2021 à 2,9% en dessous du seuil de convergence communautaire fixé à 3% par l'UEMOA, c'est-à-dire que les 3%, c'est la valeur que ne doivent pas dépasser les États membres de sorte à contenir cette inflation. Ce n'est pas le ressenti des populations qui se plaignent au quotidien de ce chiffre-là, de l'inflation. Comment faire pour réguler justement cette inflation-là ? Il faudrait d'abord pouvoir faire la différence entre les prix qui sont réglementés par les règles du marché et la différence entre l'offre et la demande. Il y a une certaine catégorie de produits dont les prix sont fixés par l'État. Il y en a 8, à savoir le prix du carburant, le prix de l'électricité, le prix de l'eau, le prix des colis postaux, le prix des produits pharmaceutiques, le prix du gaz et le prix de la baguette de pain, et sans oublier aussi le prix des livres d'édition locale. Donc tous ces produits voient leur prix fixé par l'État. Il arrive des fois où nous avons des cas d'exception, comme par exemple le ciment. Dernièrement, nous avons été tous témoins de la crise énergétique qu'a connue la Côte d'Ivoire, une crise qui a eu des répercussions négatives sur la capacité de production des usines qui tournaient à peine 20% de leur capacité. Du coup, nous avons vu les prix du ciment qui s'envolaient. L'État a dû intervenir pour plafonner le prix du ciment. Et à côté de cela, il y a d'autres produits qui ont bénéficié d'un encadrement de la part de l'État, à savoir le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf, qui ont connu dernièrement une hausse au niveau de leur prix. Et on compte sur vous pour surveiller tout ça. Merci Landry. On va maintenant partir à la découverte d'un tout autre marché, dans un tout autre univers. C'est parti pour le 24 heures avec. Alors Christelle, vous avez décidé ce soir de nous parler d'un business de vente en ligne de produits africains, c'est bien cela? C'est bien cela, plus exactement le business des marketplaces. Alors le terme marketplace désigne une plateforme en ligne qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. On pourrait aussi l'appeler un centre commercial sur Internet. Alors de plus en plus, ce business-là est en plein essor en Afrique et cela grâce au boom de l'artisanat en ligne. Alors pour comprendre ce business, j'ai décidé de suivre le PDG de l'une de ces plateformes, Moulay
Tabouret qu'on voit à l'écran, qui est spécialisée dans les produits de beauté, l'artisanat et aussi la haute couture africaine. Alors, que gagnent ces plateformes? Qu'est-ce qu'elles proposent aux vendeurs et quel est le potentiel de ce business? Regardez. Donc là, on a une cliente qui a essayé de passer une commande sur le site. La commande n'a pas pu être créée. Elle a essayé avec une autre carte? Bon, elle nous dit qu'elle a essayé tous les moyens. Demande-lui, avez-vous essayé PayPal? Au siège de son entreprise de vente en ligne, Moulay Tabouret démarre sa journée par une de ses équipes stratégiques, celle du marketing. Son marché online, encore appelé Marketplace, est aujourd'hui une des plateformes de vente du continent parmi les plus visitées et plus utilisées. Plus de 500 000 visiteurs par mois. Sa spécialité, la mode africaine. Et la recette de son succès, le service client. Notre clé, c'est d'offrir de la confiance. Que les gens se disent que leur paiement va bien se passer et qu'il n'y aura pas ou de détournement de leurs fonds ou que ça arrivera bien au vendeur et que le vendeur va bien exécuter leur travail. C'est quoi les problèmes du jour? Actuellement, on est en train de voir l'évolution des expéditions. Ok. Bon là, on est à 7500, ça va, il y a pire, non? Sur la marketplace de Moulay, pas moins de 6000 vendeurs proposent leurs produits qui sont expédiés à leurs clients partout dans le monde. En 2020, ce marché en ligne a réalisé 4 milliards de francs CFA de transactions, principalement de l'Afrique vers le monde. Un véritable boom pour l'artisanat africain. Évidemment, le plus intéressant, c'est ça, qui est donc la carte du monde des gens qui sont en ce moment sur le site. Et en temps réel, donc on a en ce moment sur le site 194 personnes. Il y en a 123 sur 194 qui sont sur leur téléphone, sur leur mobile. Et donc ça, c'est le volume de vente qu'on a fait ce mois-ci, donc 630 000 €. Un business en pleine croissance que Moulay entend rendre encore plus profitable. On va aller recevoir du coup et déjeuner avec les investisseurs au comptoir des artisans. Mais pour croître encore plus, il faut plus de capitaux. Des injections d'argent frais qu'il va trouver auprès des investisseurs. Ce jour-là, autour de la table, les représentants d'un fonds d'investissement et 2 investisseurs venus des États-Unis. Ils sont intéressés par ce type de marketplace africaine qui pourrait lever des centaines de millions de francs CFA. Vu que les paiements passent par le site, que gagnez-vous sur chaque transaction? La plupart du temps, nous utilisons le logiciel ADN que vous devez connaître pour les paiements. Au niveau des revenus du site, on prend une commission sur les ventes et des frais à chaque fois qu'un vendeur retire son argent. Ce sont les 2 principaux revenus. Ah oui, j'oubliais, on prend aussi une marge sur les frais d'expédition des colis. Pour Nousbi, qui représente un fonds d'investissement français spécialisé sur l'Afrique, ce marché en ligne de vêtements ou d'objets d'art de création africaine peut être très porteur, d'autant plus quand la clientèle est internationale, comme c'est le cas ici. De quoi représenter un investissement attractif pour des fonds comme le sien. Ce qui nous a vraiment attirés dans cette société, c'est déjà le modèle qui était un peu différent et qui permettait d'exporter de l'Afrique vers le monde. Donc ça résout pas mal de problèmes que d'autres marketplaces ont pu avoir. Mais dans le cas d'Africrea, ce qu'on a vu, c'est que le principal marché était à l'extérieur et que ce marché extérieur était en forte demande de produits africains. Voilà, donc non seulement on a cette opportunité d'avoir ce marché, et en plus de soutenir des créateurs sur le continent. Des créateurs qui se saisissent de ces nouvelles opportunités de vente. Comme cette boutique d'accessoires en vogue à Abidjan. Entrez s'il vous plaît. Ghislain vend ses produits sur la marketplace de Moulay depuis 3 ans. Un abonnement qui lui coûte 6 500 francs CFA par mois. Alors, voilà le rendu de la photo. Cet après-midi-là, il est en pleine séance photo pour mettre en ligne sa nouvelle collection. Chaque fois qu'un client lui achète un produit, l'argent est déposé sur son portefeuille virtuel. Il ne recevra le produit de sa vente qu'une fois l'article reçu par l'acheteur. Un système de marketplace qui lui convient parfaitement. Ce qui nous a inspiré à travailler avec les marketplaces, c'est la visibilité. Parce que ça nous permet déjà d'avoir un plus grand, large canal de distribution que se contenter d'avoir un showroom. Alors, en pourcentage, aujourd'hui, on va dire qu'on peut monter à du 60%. Des vendeurs que Moulay forme régulièrement pour leur apprendre à mieux vendre leurs créations et à gagner plus de marché et donc plus d'argent. Cet après-midi, une session de formation en ligne avec des vendeurs du Kenya et du Nigeria, les 2 pays qui réalisent les records de vente sur le site.
Sur chaque vente réalisée, Moulay et son équipe touchent une commission de 5 à 8%. Oh, Joanne du Kenya. Avez-vous déjà des photos de clients portant la robe ou pas? Parce que la robe est belle et voir plusieurs personnes la porter va beaucoup booster les ventes. On a vraiment aidé beaucoup dans tout ce qui était la mise en avant et la donnée. Parce que du coup, comme on a aujourd'hui 100 000 produits sur le site, on permet à un vendeur de savoir dès qu'il arrive, par exemple, il veut mettre une jupe, on lui dit, OK, le prix moyen d'une jupe dans ta catégorie, c'est tant, mais le prix idéal auquel le produit se vend le plus par les 3 best-sellers de la catégorie, c'est ce prix-là quand tu es aux États-Unis, ce prix-là quand tu es en France. Une marketplace pour les créateurs africains, un modèle qui a réussi à séduire acheteurs et investisseurs. Avec un objectif, faire de l'Afrique une zone productrice, exportatrice et créatrice de richesses. Le tout grâce au boom de l'e-commerce. Et comme cette plateforme que l'on vient de voir, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Exactement, cette plateforme n'est pas la seule. On a une première plateforme que je vais vous montrer qui est Ditto Africa, qui elle est une marketplace mobile qui met en connexion des consommateurs mondiaux avec des designers africains. On a aussi Kisua, qui est une plateforme ghanéenne et qui aujourd'hui est devenue une marque à part entière. Et pour terminer, le Folklore, qui elle fait dans le luxe à l'africaine. Alors selon certaines statistiques, ce business-là devrait atteindre près de 24 milliards de francs CFA en fin 2021 et 40 milliards de francs CFA en 2025. Vous le dites, 24 milliards de francs CFA comme objectif pour fin 2021, mais qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour atteindre cet objectif-là? Alors, on a certaines problématiques comme par exemple l'accès à l'Internet. Bien vrai que la cible de ces marketplaces est hors du continent, mais les vendeurs sont eux sur le continent et ont besoin d'être connectés pour tout simplement mettre le produit en ligne. On a aussi le problème de l'adressage qui est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Et pour terminer, qui dit achat en ligne dit paiement en ligne. Donc, on a aussi le problème de la bancarisation. Mais de plus en plus, des cartes prépayées se sont installées dans l'écosystème financier pour pallier à cette problématique. Alors, les marketplaces sont vraiment tendance, elles sont très performantes et sont un allié parfait dans votre stratégie de e-commerce. Donc, avis aux intéressés. Merci Christelle. On va continuer de parler de ces cartes prépayées, ces petites cartes plastiques qui pourraient vous faciliter la vie. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Alors Soraya, vous êtes intéressée cette semaine aux cartes prépayées, dites-nous. Alors oui, Justine, les cartes prépayées sont de plus en plus présentes sur le marché ivoirien. Elles sont aujourd'hui assez nombreuses et elles présentent plusieurs avantages. Et il y en a 3 qui ont retenu mon attention. La première est une carte prépayée cadeau multi-enseigne. Alors si vous avez un ami, de la famille ou un collègue à qui vous voulez offrir un cadeau, vous pouvez offrir une carte d'une valeur de 25 000 francs CFA allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Et ces cartes peuvent être dépensées dans des restaurants, des cafés, des spas, des salons de coiffure, des instituts de beauté, dans plein d'enseignes différentes jusqu'à épuisement du solde à 0% de frais de transaction. On peut se procurer cette carte sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur WhatsApp. Ensuite, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de prendre les transports en commun, nous avons une carte prépayée développée par une start-up ivoirienne qui fait la promotion des paiements sans espèces, notamment le QR code, mais aussi les cartes prépayées. Et cette carte, on pourra la recharger via notre compte Mobile Money et aussi avec des agents de proximité. Et quel autre secteur vous a intéressé? Dans le secteur de la santé, on a une carte qui a été développée par un établissement de santé privé. Et cette carte contient tout votre dossier médical. Elle simplifie la prise en charge grâce à un code barre et en plus, elle vous permet d'épargner pour votre santé et celle de votre famille à partir de 1 000 francs CFA seulement. Et Landry avait une question à ce propos. Est-ce que la carte elle est valable uniquement dans l'établissement sanitaire concerné ou on peut l'utiliser dans n'importe quel établissement pour bénéficier des soins? Alors, on peut l'utiliser dans n'importe quel établissement sanitaire pour bénéficier des soins, mais ce qu'il y a de spécifique à cette carte, c'est qu'elle est couplée à une carte Visa, ce qui fait qu'on peut l'utiliser comme une carte bancaire et faire absolument tous nos achats. Et combien elle coûte? Elle coûte 10 000 francs CFA, elle est disponible pour tout le monde et elle est valable 3 ans. Merci Soraya, merci Landry, Christelle, je vous remercie, mais on se retrouve très vite dans une semaine pour de nouvelles rubriques. Meilleure Témonie se poursuit dans un instant après la page pub.
Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Chaque jour, nous accompagnons des millions d'Africains à relever les défis du quotidien, à préparer et assurer l'avenir de leurs enfants, à se déplacer en toute sécurité, à prendre soin de leur santé et plus encore. Pour tous ces besoins, ils peuvent compter sur l'expertise de plus de 20 ans d'un groupe panafricain et présent dans plus de 50 pays à travers le réseau Globus. Souscrivez à une de nos solutions. Activa, passionnément client. C'est la suite d'RTL Money avec dans quelques instants l'entretien cash avec Christine Lobokossi, directrice générale du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Mais avant cette interview, voici le Money Time et ce soir, un mot de la bourse, le marché obligataire. Regardez. À la bourse, les entreprises, mais surtout les États, parviennent à avoir de l'argent frais pour financer leurs différentes activités à travers des ressources mises à leur disposition par des investisseurs, banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite, particuliers, etc. Ces ressources sont matérialisées par des titres de dette appelés dans le jargon financier des obligations. Toutes les opérations liées à l'émission, la vente ou l'achat de ces obligations se font sur un des marchés que comporte la bourse, le marché obligataire. Le marché obligataire se compose d'un marché primaire et d'un autre dit secondaire. Le marché primaire est le marché sur lequel sont émises pour la première fois les obligations avec un prix de vente, une date de remboursement et un taux d'intérêt annuel qui sera la rémunération offerte à l'investisseur. Ensuite vient le marché secondaire. Sur ce marché, les investisseurs s'échangent entre eux les obligations déjà achetées sur le marché primaire. Les investisseurs peuvent négocier les prix entre eux à travers leurs coursiers en bourse, étant donné que la valeur des obligations peut augmenter ou baisser à chaque séance de cotation selon la loi de l'offre et de la demande. Chaque jour, ce sont des montants très importants qui sont échangés sur les marchés obligataires à travers le monde. Du célèbre Wall Street new-yorkais, en passant par la Bourse de Paris jusqu'à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, la place boursière de l'UMOA. En août 2020, l'International Capital Market Association estimait la taille globale des marchés obligataires mondiaux à environ 128,3 milliards de dollars, hors taux d'intérêt avec 68% d'obligations d'État et 32% d'obligations d'entreprise. À la date du 30 juin 2021, la valeur des obligations sur le marché de la BRVM s'élevait à plus de 6 600 milliards de francs CFA. Les obligations sont réputées moins risquées que les actions puisqu'il s'agit d'emprunts avec une rémunération connue à l'avance. Mais elles ne sont pas pour autant dépourvues de risques pour l'investisseur, notamment les obligations souveraines. Alors, avant d'aller acheter des obligations sur le marché, il est important de bien scruter, regarder la capacité de remboursement de l'emprunteur, une notion mesurée par les agences de notation financière. À défaut, s'assurer que l'émission est couverte par une garantie. Mais en général, sur le marché obligataire, plus le risque défaut d'une obligation est grand, plus la rémunération offerte à l'investisseur est élevée. Donc, plus vous prenez des risques, plus vous êtes susceptible de gagner gros ou perdre beaucoup. C'est là tout le charme de la bourse. Notre invitée ce soir est la directrice générale du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Christine Lobokossi, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes à la tête d'une association patronale des miniers de Côte d'Ivoire. Quel est son rôle? Globalement, l'association regroupe tous les intervenants de la chaîne minière, de la phase de recherche à la phase de production. Et généralement, c'est la phase que les gens connaissent, ceux qui produisent, donc qui font un peu d'argent, et leurs sous-traitants, les principaux sous-traitants qui apportent du soutien et du support à ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'il y a dans nos terres?
Notre sous-sol est très riche. Nous avons de l'or, du diamant, du lithium, ce qui sert à fabriquer aujourd'hui les portables, la bauxite, le manganèse, la tantalite, cambolite, du granit. Nous avons tout dans notre sous-sol. Mais les métaux ou les minerais phares dans notre pays, c'est d'abord l'or. Et à un moment donné, c'était le diamant. Alors, nous sommes à 39 tonnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire en matière de production aurifère. C'est bien cela, c'est bien comme ça qu'on dit. En 2020, c'est très bien pour un pays qui, il y a encore 10 ans, 12 ans, ne vulgarisait pas ou ne mettait pas en lumière les potentialités de son sous-sol hors hydrocarbures. Qu'est-ce qui reste en Côte d'Ivoire? Est-ce que tout part à l'étranger avec les grosses entreprises? De façon concrète, ce qui reste en Côte d'Ivoire, outre le paiement des taxes, des salaires, de la contribution à l'économie, vous avez le développement communautaire. C'est ce qui est vraiment visible. Parce que vous avez une société qui s'installe, qui va employer des gens, qui va favoriser l'entrepreneuriat local, qui va développer des infrastructures locales, la santé. C'est une obligation. Jusqu'avant le code de 2014, c'était de la responsabilité sociétale des entreprises d'aider les communautés hôtes à être mieux lotis, puisque les mines, comme elles sont dans le sous-sol, on a vraiment besoin de remuer un peu, j'ai envie de dire, la terre, donc le sous-sol, pour en extraire la richesse. Aujourd'hui, cette contribution est codifiée dans le code. On demande à ce que 0,5% du chiffre d'affaires de la société soit reversé aux communautés pour améliorer leur bien-être. C'est suffisant. Je pense que souvent, 0,5% est parfois le double, voire le triple des budgets qui sont alloués aux autorités administratives locales. Si vous contribuez à hauteur de 5-6 milliards dans des localités qui parfois n'ont pas de budget, vous imaginez bien ce qu'on peut faire dans ces communautés-là. D'ailleurs, quel est le cours de l'or en ce moment? On va dire en moyenne, on doit être entre 27 et 30 000 francs le gramme au niveau international. Mais ça fluctue. Et c'est toujours une valeur sûre, l'or? Toujours. En tout cas, et ça, je pense que c'est ce que nos mamans nous disaient, il vaut mieux investir même parfois dans de l'or qu'investir dans d'autres biens. Donc, c'est une valeur très, très, très sûre. On a les grands exploitants miniers, on a l'exploitation artisanale, on a aussi l'orpaillage clandestin. Est-ce qu'on peut estimer, déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, et est-ce qu'on peut estimer les pertes qui découlent de cet orpaillage clandestin-là? Je vais faire un schéma simple. Christine Mining décide de s'installer à Logoualé parce qu'elle a estimé qu'il y a de l'or quelque part. Il faut qu'elle aille au ministère des Mines qui va lui délivrer une autorisation ou un permis en vue soit de faire de la recherche, soit en vue de produire. Produire veut dire extraire. Donc, le ministère des Mines me délivre cette autorisation. Quand je n'ai pas fait cette démarche-là et que je viens m'asseoir à Logoualé et je commence à retourner la terre pour faire sortir l'or, je suis en train de faire de l'orpaillage clandestin. Vous voyez? Donc, voilà la difficulté que nous avons. Donc, cette activité s'est proliférée de façon anarchique et sauvage et surtout, parfois, auprès des cours d'eau. Naturellement, ça commence à endommager les cours d'eau, les fleuves, les rivières, et parfois dans des forêts sacrées, des grandes plantations, les gens viennent, ils s'installent sans autorisation et ils commencent à détruire l'environnement. Voilà pourquoi ça devient problématique, parce que, en plus des mannes financières qu'on paie, il y a tout un risque environnemental et sanitaire qui se développe dans les régions où il y a l'orpaillage clandestin. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut estimer de façon factuelle, puisque c'est illégal, nous n'avons pas de chiffres consolidés, fiables, mais on peut avoir des estimations. Une dernière publication de la Banque mondiale et même du guide de l'OCDE disait qu'on estime à peu près 1/3 de pertes dans l'orpaillage clandestin. Donc si je fais un ratio aussi en Côte d'Ivoire en 2020, nous avons été capables de produire de façon industrielle 39 tonnes d'or. Vous prenez le tiers, ça vous fait un peu plus de 12 à 13 tonnes qui se sont volatilisées dans les mains des clandestins. Et qu'est-ce qui est fait contre cette exploitation clandestine-là? Deux grandes choses qui ont été faites par l'État de Côte d'Ivoire qui sont à saluer. Il y a la mise en place depuis 2018 de la brigade de répression des activités minières, la BRINCM, et un système de renforcement de cette brigade-là à travers l'instauration d'une force dédiée spécialement contre l'orpaillage clandestin. Parce qu'il faut savoir que comme c'est une mafia, c'est un réseau clandestin, on voit beaucoup de choses circuler, comme la prostitution des armes, la drogue, l'exploitation des enfants, l'exploitation bien évidemment des femmes. Donc naturellement, ce sont les mœurs qui sont le plus entravées. Donc l'État a décidé d'en faire une priorité et dans la communication du gouvernement, ça a été noté que ça a été remonté jusqu'au niveau du Conseil national de sécurité pour véritablement endiguer la question de l'orpaillage clandestin. Comment on se finance dans ce secteur-là? Est-ce que les banques accompagnent? Est-ce que c'est plutôt des fonds d'investissement?
Les multinationales, comme toutes multinationales, se financent sur les marchés internationaux, elles lèvent des financements, des capitaux sur les marchés. Localement, le secteur bancaire, du fait de la méconnaissance du secteur et surtout de la volatilité de l'industrie minière, surtout en phase de recherche, pour l'instant, apprend à connaître. Donc, nous sommes en pleine discussion avec nos partenaires de l'Association des professionnels du secteur bancaire pour voir dans quelle mesure on peut réduire les risques pour mieux accompagner le secteur, surtout pour les entreprises nationales qui décident ici de s'y adonner. Christine Lobokossi, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci de nous avoir invités. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément clients, vous ont offert RTI Money.